Cet épisode est réalisé en collaboration avec Christophe de la chaîne Astro et Maths sur Mars, chaîne sur laquelle vous trouverez chaque fois un épisode complémentaire à celui-ci et aux autres. Je vous invite donc à aller vous abonner à leurs deux chaînes, ainsi qu'à aller voir ces deux vidéos qui seront dans la description et en fiche. Elles sont complémentaires à cet épisode et parlent tant des futures possibilités de maintenance que de son architecture et son intérêt scientifique. Que du bonus donc. Sur ce, bon visionnage. Hubble. S'il y a une introduction que j'aurais trouvée particulièrement difficile à écrire, c'est celle-ci. Car comment peut-on résumer Hubble en seulement quelques phrases d'introduction? Entre son impact monstrueux sur la science, son histoire passionnante et la façon unique dont il a su révéler la beauté de l'univers au grand public, un seul mot peut convenir pour décrire ce géant. Hubble. Car si les missions Apollo nous ont fait décrocher la Lune, Hubble, lui, nous a fait retomber dans les étoiles. Aucune mission ne nous aura fait voyager à de telles distances et en touchant un si vaste public. Hubble, c'est aussi une histoire passionnante, des résultats scientifiques exemplaires et aussi une histoire d'ingéniosité pour faire de lui le géant qu'il est aujourd'hui. Pour cet épisode, je vais donc vous proposer de revenir sur les 31 années de carrière d'Hubble, de ses moments les plus radieux à ceux où il aurait pu disparaître. Mais pour ça, on se retrouve après le générique. C'est le 24 avril 1990, à 12h33 heure universelle, que le télescope spatial Hubble décolle dans la soute de la navette spatiale Discovery lors de la mission STS-31. Mais, même si c'est ce jour-là que Hubble prend enfin son envol, l'histoire commence, vous vous en doutez, bien plus tôt. On pourrait en théorie la faire remonter aux premières idées de télescopes spatiaux en 1923, mais le mieux sera de partir de la base, qui est elle un peu plus récente, quoique. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1946, que le physicien et astronome américain Lyman Spitzer, dont le nom a été donné au télescope Spitzer, émet pour la première fois l'idée d'un grand télescope spatial en orbite terrestre. Mais, cependant, même si l'idée est bonne, nous sommes encore très loin de pouvoir le lancer. Cette année-là, une fusée allemande V2 lancée depuis la base de White Sands, au Nouveau-Mexique, prend pour la première fois une photo de la Terre et, d'une certaine façon,
la course à l'espace que se livreront l'Amérique et l'URSS vient officiellement de commencer. Cette course à l'espace verra les capacités des lanceurs croître à une vitesse monstrueuse et, seulement 21 ans plus tard, en novembre 1967, moins de 2 ans avant Apollo 11, la Saturne V effectue son premier vol et devient ainsi le lanceur le plus puissant de l'histoire. Ainsi, au début des années 60, les futures capacités de la Saturne V font germer l'idée d'un télescope spatial doté d'un miroir de 3 mètres. En parallèle, le 7 décembre 1968, le télescope OAO-2 pour Orbital Astronomical Observatory 2, le premier ayant subi un dysfonctionnement 2 ans plus tôt, devient le premier télescope spatial fonctionnel. Toujours en parallèle, entre 1962 et 1975, la NASA lance aussi les 10 observatoires solaires OSO pour Orbiting Solar Observatory. Les 10 missions d'OSO et les 4 d'OAO, et malgré 2 échecs dans chaque programme, seront des éléments relativement cruciaux pour Hubble. Au-delà de leurs aspects scientifiques, comme le télescope Copernicus, le dernier OAO, ces différents instruments ont grandement contribué à aider la NASA à se forger une expérience dans le domaine des observatoires spatiaux. Les programmes OAO et OSO sont aussi grandement développés et soutenus par une personne, dont le nom vous dira peut-être quelque chose. Nancy Grace Roman. Je ne vais pas trop parler de sa carrière gigantesque, car elle méritera un épisode dédié, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'elle aura un grand impact sur ces 2 programmes, et que, en regroupant des ingénieurs de la NASA et des astronomes de toute l'Amérique, elle créera en 1971 les premières discussions qui donneront naissance à un projet auquel elle participera grandement les premières années, le LST. Vous le voyez peut-être venir, mais le LST, pour Large Space Telescope, changera ensuite de nom pour Hubble. Ce nom a été choisi en hommage à Edwin Hubble, qui sera le premier à démontrer l'existence d'autres galaxies et le fait qu'elles s'éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance, ce qui trahit l'expansion de l'univers. Pour en revenir à Nancy Grace Roman, elle sera, par la suite, considérée à juste titre comme la mère d'Hubble. C'est d'ailleurs pour ça que le futur télescope spatial WFIRST, qui ressemble d'ailleurs un peu à Hubble dans ses caractéristiques, a été nommé le Nancy Grace Roman Space Telescope. Pour résumer le développement d'Hubble, et pour des raisons de budget, son miroir sera réduit de 3 à 2,4 mètres et, en 1978, un premier budget de 36 millions est alloué à son développement pour un lancement prévu en 1983. L'architecture retenue pour Hubble est un Ritchie chrétien. Sans trop rentrer dans les détails, cette construction était la plus avantageuse pour Hubble, notamment pour des raisons de place dans la soute de la navette et le fait qu'elle permet d'éviter certains défauts optiques. En 1981, le miroir primaire d'Hubble est terminé par la compagnie Perkin-Elmer, puis la construction est confiée à Lockheed. Mais, en 1985, la compagnie a près de 3 mois de retard et le budget est dépassé de 30%. Et pourtant, ce n'est pas encore le pire. Hubble est extrêmement compliqué à développer. Un exemple, tout simple. Avec son orbite, proche des 540 km d'altitude, Hubble passera plusieurs fois par jour, et rapidement, du Soleil à l'ombre de la Terre au fur et à mesure qu'il tourne autour d'elle.
Il doit ainsi être extrêmement bien isolé pour garantir une température stable. Il se retrouve, ainsi, avec un isolant multicouche autour d'une coquille en aluminium sur une structure en graphite époxy que vous voyez sur cette photo du début de sa construction. Le problème, c'est que le graphite accroche l'eau et qu'elle pourrait très bien s'évaporer et geler et s'accrocher aux instruments une fois dans l'espace. Pour minimiser ce risque, de l'azote sera injecté dans l'environnement du télescope juste avant le lancement, prévu en octobre 1986. Malheureusement, le 26 janvier de la même année, la navette Challenger se désintègre durant son décollage à cause d'un joint torique défaillant entre deux sections d'un booster. Outre les 7 membres d'équipage qui perdirent tragiquement la vie durant cette catastrophe, l'enquête pour déterminer les causes de l'accident qui s'ensuivra et les conséquences de cette enquête retarderont le lancement d'Hubble, qui devra attendre la reprise des vols en 1986 pour avoir sa place réservée. Hubble décollera, finalement, le 24 avril 1990. Le lendemain, Hubble sort de la soute de Discovery, aidé du Canadarm, le bras robotisé de la navette. Une fois sorti de la soute et maintenu au-dessus de la navette, Hubble doit encore déployer ses antennes et ses panneaux solaires, un de ces derniers restant d'ailleurs coincé un petit temps. Hubble sera par la suite relâché et la navette retournera sur Terre le 29 avril. Il faudra, toutefois, attendre encore presque un mois de réglage pour que, le 20 mai, le télescope transmette sa première image, censée aider à la mise au point. Vous voyez ici à droite l'image d'Hubble et à gauche la même image prise depuis Las Campanas au Chili. Encore un mois plus tard, le 27 juin, c'est un premier problème qui se pose. Hubble voit flou. Pas catastrophiquement, mais un défaut d'un 1/5 de cheveu, soit 2 microns, dans la courbe du miroir, déforme légèrement les images. Bien qu'il faille trouver une solution pour obtenir le meilleur d'Hubble, celui-ci n'attendra pas d'être amélioré pour faire ses premières observations. Le 29 août 1990, il photographie une supernova avec son disque de poussière, et ce avec une précision jamais atteinte. En janvier 1991, une observation de la même supernova, 1987A, permettra d'affiner la mesure de la distance du Grand Nuage de Magellan, l'une des petites galaxies satellites de la nôtre, où la supernova se situe. Par la suite, ces observations ne feront que se multiplier avec, par exemple, Jupiter le 17 mai 1991, un disque de matière autour du trou noir géant de la galaxie NGC 4261 à 45 millions d'années-lumière, une mesure de distance de la galaxie M81 et bien d'autres. Bien que Hubble soit donc loin du maximum de sa capacité, il commence déjà à livrer ses premiers résultats et à laisser entrevoir le champ de ses possibilités. Mais en parallèle, il faut aussi développer une solution pour corriger son optique. Et pour ça, l'instrument COSTAR est développé. Constitué de 2 miroirs conçus pour annuler l'aberration, il viendra remplacer le photomètre à haute vitesse qui devra être sacrifié. Cette installation sera faite en 1993 lors de la mission STS-61 par la navette Endeavour, mission qui durera du 2 au 13 décembre. Durant la mission,
Les panneaux solaires seront remplacés, ainsi que de l'électronique de ces 6 gyroscopes utilisés pour contrôler son orientation, de ces panneaux solaires et d'autres détails. Ce sera aussi la caméra Wide Field and Planetary Camera 2 qui remplacera la 1, apportant sa propre correction interne aux défauts du miroir primaire. La chance d'Hubble, c'est que celui-ci aura été conçu dès le départ pour des missions de maintenance avec la navette. Ainsi, non seulement ces instruments peuvent être changés et améliorés, mais il a aussi évité d'être l'un des pires échecs de la NASA. Ne comprenez pas par là qu'Hubble aurait été inutile. Malgré son défaut, il aurait, très probablement, marqué l'astronomie et les sciences spatiales, sans, toutefois, avoir la renommée mondiale qu'il a aujourd'hui. Le 13 janvier 1994, la NASA annonce officiellement que le problème d'Hubble est réglé et que ses observations vont donc pouvoir continuer sans ce défaut. Et elles le feront. Découverte de l'existence de trous noirs supermassifs, observation de la comète Schumacher-Levy du 16 au 23 juillet 1994, détail de la surface de Titan, des traces d'oxygène sur Europe, la nébuleuse de l'Aigle et ses piliers de la création. Hubble continuera d'enchaîner les succès jusqu'à arriver à une date importante en 1996. Le 15 janvier, c'est la première version de son champ profond qui est publiée. Cette image, grande d'un 30e d'une pleine lune, représente un 36 millième du ciel et révèle des milliers de galaxies dans une région entièrement sombre, à l'exception de quelques étoiles proches pour le pointage. Hubble utilise en effet les étoiles pour se repérer dans le ciel et viser ses cibles. De cette façon, il peut pointer des cibles avec une extrêmement bonne précision et, surtout, avec une grande flexibilité. D'ailleurs, le fait de se repérer à l'aide des étoiles est assez courant dans le domaine des missions spatiales. C'est d'ailleurs la méthode la plus efficace, mais je m'égare un petit peu et ceci est un autre sujet. Quelques jours après la publication de son champ profond, Hubble réalisera une autre première. Le 17 janvier, en observant le disque de poussière autour de l'étoile Beta Pictoris, il mettra en évidence la présence d'un enroulement dans ce disque, signe de l'existence d'une exoplanète à cet endroit. Pour résumer, la planète, encore en formation, attire la matière qui se trouve autour d'elle et crée une zone plus dense, et c'est cette zone que Hubble a observée. Le 7 mars, une autre image célèbre sera publiée. Pour la première fois, une photo de Pluton est prise avec une suffisamment bonne qualité pour commencer à distinguer des détails de sa surface. Ils ne sont pas très grands, certes, mais des variations dans l'apparence de son terrain, qui restait alors impossible à observer, se révèlent tout doucement aux yeux du monde. Bien sûr, la sonde New Horizons, qui est passée au plus près de Pluton le 14 juillet 2015, nous aura fourni de bien meilleures images. Mais il est important de noter que, même si Hubble reprendra les mêmes images d'une meilleure qualité entre 2002 et 2003, et sur toute sa surface en observant sa rotation complète, il aura fallu 19 ans pour le surpasser. Enfin, le 10 juillet 1996, Hubble fêtait sa 100 millième exposition. Sans trop rentrer dans les détails techniques, en astrophoto, et même chez les amateurs, on va très souvent prendre plusieurs images pour tirer le meilleur parti de chacune d'elles dans une seule image finale, augmenter le signal et minimiser les défauts.
Si Hubble a fêté ses 100 000 en 1996, il a, aujourd'hui, dépassé le 1,5 million d'expositions. Mais le temps passe et, le 11 février 1997, la navette Discovery décolle pour la mission STS-82, qui sera la deuxième mission de maintenance du télescope. Au cours d'STS-82, 2 nouveaux instruments seront installés, en plus de plusieurs changements et d'améliorations de son électronique. On notera ainsi l'arrivée du spectrographe Space Telescope Imaging Spectrograph, abrégé STIS, qui permet de connaître la composition, le mouvement, la température de sa cible et j'en passe, et l'instrument NICMOS. NICMOS qui est, lui, l'abrégé de Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer. Doté de 3 caméras, cet instrument peut observer dans une longueur d'onde de 0,8 à 2,5 micromètres, alors que la lumière visible va de 0,4 à 0,75. Mais, cependant, NICMOS ne fonctionnera pas tout de suite au meilleur de sa capacité. Il devra attendre un système de refroidissement qui sera installé pendant la mission de maintenance SM-3B, la 4e mission vers Hubble. Le 12 mai, les premières images d'après la maintenance sont publiées, notamment d'un anneau de poussière autour de la supernova 1987A, mais aussi des images des nébuleuses de l'œuf et d'Orion. Le même jour, le spectrographe STIS permet la découverte d'un trou noir supermassif au cœur de la galaxie M84, trou noir détecté grâce au mouvement du gaz qui l'entoure. Mais Hubble allait bientôt réaliser une autre observation importante. Le 19 juin, il photographiera un panache de gaz et de poussière s'élevant à près de 400 km au-dessus d'Io, la lune de Jupiter. Éjecté à près de 3200 km/h, c'était à l'époque la plus grande éruption observée sur Io. Un peu plus d'1 an plus tard, en septembre 1998, Hubble allait toutefois faire encore plus fort. En observant des supernovas extrêmement éloignées et leur décalage vers le rouge, car pour rappel, plus un objet s'approche, plus il est décalé vers le bleu et vers le rouge quand il s'éloigne, Hubble fournira ainsi les premières preuves de l'accélération de l'expansion de l'univers. Quelques mois plus tard, le 6 janvier 1999, c'était une autre photo qui allait être publiée. La vue la plus détaillée jamais prise de la nébuleuse Messier 57, la nébuleuse de l'Anneau, restant d'une étoile en fin de vie et ayant expulsé sa matière. L'étoile, ou plutôt son cadavre, est d'ailleurs le petit point blanc situé au centre de la nébuleuse. Mais malheureusement, Hubble allait aussi bientôt connaître l'un de ses incidents majeurs. Le 13 novembre 1999, un 4e de ses 6 gyroscopes allait tomber en panne. Pour rappel, Hubble dispose de 6 gyroscopes qui lui permettent de bouger et de viser ses cibles. Malheureusement, il lui en fallait au minimum 3 pour fonctionner correctement. Sans cela, Hubble se met automatiquement en safe mode, mode dans lequel il positionne au mieux ses panneaux solaires vers le Soleil et ses antennes vers la Terre, afin de garantir le maintien de ses fonctions essentielles. Sans ces gyroscopes,
Il ne peut donc plus opérer normalement et, le 19 décembre 1999, la mission STS-103, également nommée Servicing Mission 3A ou SM-3A, décolle pour le remettre en état. La mission de maintenance numéro 3 est en effet divisée, dans l'urgence, en deux parties. La première, SM-3A, se concentrera sur la remise en état double et la seconde, SM-3B, sur les tâches de SM-3. Le changement a d'ailleurs été décidé dès la perte d'un troisième gyroscope, sans attendre la perte du quatrième en novembre. Ainsi, la mission aura été prête à décoller et organisée en seulement 7 mois. Mais au-delà de la simple réparation, la mission sera malgré tout l'occasion d'améliorer Hubble. On y apportera ainsi des améliorations dans le système de gestion du voltage et de la température des batteries, un ordinateur principal amélioré et plus puissant, un nouveau transmetteur, un système de stockage des données amélioré, un nouveau système de guidage et des améliorations de son isolation. Pour l'anecdote, la mission emportait 2 astronautes européens, à savoir le français Jean-François Clairvoy et le suisse Claude Nicollier. Lorsque la navette Discovery et son équipage reviennent sur Terre après cette maintenance, c'est un Hubble au meilleur de sa forme et encore plus puissant qu'ils laissent derrière eux. Et il ne faudra pas attendre longtemps pour voir le retour en beauté du télescope dans l'actualité scientifique. Dès le 3 mai 2000, des astronomes annoncent une avancée importante, la découverte de l'hydrogène manquant, créé pendant le Big Bang, et qu'il était impossible de trouver jusqu'alors. Hubble mettra en effet fin à cette question en prouvant l'existence de gaz formant des filaments d'hydrogène entre les galaxies, et ce en observant la lumière de quasars distants. Pour ceux qui se posent la question, et pour résumer rapidement, les quasars sont des régions de matière dense entourant un trou noir supermassif, disque qui est de 10 à 10 000 fois plus grand que l'horizon des événements du trou noir, soit ce qui est considéré comme la limite à partir d'où plus rien ne revient. Attention toutefois, ne considérez pas non plus l'horizon des événements comme étant le trou noir en lui-même. C'est juste une limite dans l'espace à partir de laquelle même la lumière ne peut plus quitter les environs du trou noir, mais ça ne signifie pas que l'objet en lui-même se trouve à l'horizon des événements. L'année 2001 sera en revanche l'année des exoplanètes pour Hubble. Il allait en effet permettre la découverte des briques, pour citer la NASA, d'exoplanètes. La découverte a été réalisée dans des disques protoplanétaires, des étoiles entourées d'un disque de poussière dans lequel se forment des planètes, dans la nébuleuse d'Orion. Quelques mois plus tard, en novembre, on allait parler de la première détection directe de l'atmosphère d'une planète, et ce à travers la détection de sodium dans l'atmosphère d'AVD 209-458b, une exoplanète semblable à Jupiter. Le 1er mars 2002, la mission de maintenance SM-3B décolle, mission réalisée cette fois par la navette Columbia. Ce sera, d'ailleurs, sa dernière mission complète avant sa désintégration lors de sa rentrée dans l'atmosphère quelques mois plus tard, en février 2003. La mission de 12 jours cumulera en tout 5 sorties dans l'espace et verra l'installation de la nouvelle caméra ACS
pour Advanced Camera for Survey, qui pourra observer de la lumière visible à une vaste gamme d'ultraviolets. La mission sera aussi l'occasion d'installer une troisième génération de panneaux solaires rigides, contrairement aux autres qui étaient déroulés. Son unité de contrôle de l'alimentation sera également remplacée, nécessitant d'ailleurs le premier arrêt complet pour Hubble depuis son lancement en 1990. Cette nouvelle unité permettra de profiter pleinement de la puissance délivrée par les nouveaux panneaux solaires. Mais la mission est également l'occasion de raviver l'instrument NICMOS. Celui-ci avait en effet cessé de fonctionner en 1999, 2 ans après sa mise en service, après avoir épuisé sa glace de refroidissement. La technique peut paraître assez spéciale, mais l'utilisation d'un bloc de glace d'azote permettait de garder l'instrument jusqu'à moins 212 degrés Celsius, ce qu'il fera pendant 2 ans. Pour l'anecdote, le bloc pesait 104 kg. La mission SM-3B sera ainsi l'occasion d'installer un système de refroidissement expérimental afin de redonner vie à l'instrument qui fonctionnera ainsi encore de 2002 à septembre 2008. Lors d'une mise à jour du logiciel, un redémarrage du système de refroidissement entraînera en effet probablement, et j'insiste sur probablement, une migration de glace, empêchant le redémarrage du système de refroidissement. Il redémarrera finalement à basse capacité en 2009, mais l'instrument ne sera plus utilisable pour des opérations scientifiques. Près d'1 mois après la maintenance, le 30 avril 2002, les premières images de la nouvelle caméra ACS sont publiées, montrant encore une fois les capacités d'Hubble, et ce à travers des clichés qui sont aujourd'hui des classiques, comme la nébuleuse du cône, NGC 4676, les galaxies des souris, ou la galaxie du tétard. Le 12 mars 2003, c'est une autre découverte qui est annoncée, celle de l'évaporation de l'atmosphère de l'exoplanète HD 209 458b de type Jupiter chaude. La planète, d'une masse de 0,69 et d'un volume de 2,5 fois celui de Jupiter, voit en effet son atmosphère être soufflée par son étoile, dont elle n'est séparée que par 7 millions de kilomètres. Le 26 mars 2003, c'est une autre publication qu'il faut retenir, celle de la propagation d'un sursaut de lumière de l'étoile vieillissante V838 Monocérotis dans la poussière et le gaz l'entourant. Malheureusement, une mauvaise nouvelle devait encore tomber pour le télescope. Le 16 janvier 2004, la mission SM-4, 5e mission de maintenance d'Hubble, est annulée suite au désastre de Columbia près d'1 an auparavant. Cela n'empêchera bien évidemment pas du tout le télescope de continuer à nous éblouir. Le 4 juillet 2005, la mission Deep Impact lâche sa charge de 320 kg sur la comète 9P Tempel 1, impact que Hubble observera à travers une variation de la luminosité de la comète. Le 31 août 2005, Hubble entame ses opérations à 2 gyroscopes, désormais son strict minimum. L'arrêt d'un gyroscope permet en effet de les préserver un peu plus longtemps et d'ainsi espérer prolonger la vie d'Hubble. Pile 2 mois plus tard, le 31 octobre, ce sera la découverte de 2 lunes autour de Pluton
qui seront baptisés Nix et Hydra. Il permettra d'ailleurs également la découverte des deux autres lunes plutoniennes Kerberos en 2011 et Styx en 2012. Moins d'un mois plus tard, le 22 décembre 2005, il mit en évidence les anneaux d'Uranus et découvrit les lunes Mab et Cupide. Il mit également en évidence des changements assez conséquents dans l'orbite des lunes intérieures d'Uranus, survenus au cours de la dernière décennie. Cette observation démontre ainsi l'instabilité des petites lunes qui se comptent actuellement au nombre de 13 et se trouvent sous l'orbite de Miranda. Il est ainsi intéressant de constater que le système d'Uranus est encore maintenant soumis à des changements relativement rapides. Début 2005, et avec des observations menées de décembre 2003 à janvier 2004, on allait découvrir des traces d'eau sur la planète naine Cérès. Mi-avril 2006, il observera aussi la désintégration du noyau de la comète 73P Schwarzmann-Wachmann 3, permettant d'étudier ce phénomène. Dans la même période, il découvrit également un nouvel objet, 30% plus grand que Pluton, qui n'est ni plus ni moins que la planète naine Eris. En août 2006, et avec l'aide de télescopes au sol et du télescope spatial à rayons X Chandra, il permettra de prouver l'existence de matière noire dans l'amas galactique 1E 0657-56. Le 31 octobre 2006, c'est une bonne nouvelle qui tombe pour Hubble. La mission SM4 est réinstaurée et le télescope sera donc encore une fois amélioré en 2009, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Entre fin octobre et début novembre 2007, il observera aussi la comète 17P Holmes, dont la luminosité augmentera de près d'1 million de fois fin octobre, et qui reste, aujourd'hui, compliquée à expliquer, même si on pense à une fragmentation ou un dégazage soudain. La comète avait d'ailleurs atteint la magnitude de 2, soit largement visible à l'œil nu, et c'est probablement un phénomène similaire qui permit sa découverte en 1892. Et les découvertes continueront de s'enchaîner. Entre autres, en mars 2008, il détectera la première trace de composés organiques, une brique du vivant mais qui ne signifie pas du tout la présence de vie, dans une exoplanète. La planète, nommée HD 189-733b, est d'ailleurs plus grosse que Jupiter et affiche une température proche de 800 degrés Celsius. Le 11 août 2008, à 11h42 et 5 secondes UTC pour être précis, Hubble franchit une autre étape symbolique importante. Il fête, en effet, sa 100 millième orbite autour de la Terre et, à cette occasion, il prendra en photo une partie de la nébuleuse située près de l'amas NGC 2074 dans le Grand Nuage de Magellan. Le 27 septembre, hélas, Hubble allait connaître une nouvelle défaillance provenant de l'un de ses formateurs de données, entraînant sa mise en safe mode et le report de la dernière mission de maintenance, le temps de préparer la réparation. Cela n'empêchera cependant pas la publication, entre autres car l'arrêt d'Hubble ne signifie pas l'arrêt de l'étude de ces données, le 13 novembre, de ce qui est la première image d'une exoplanète en lumière visible autour de l'étoile Fomalhaut à 25 années-lumière d'ici. Finalement,
Le 11 mai 2009, la navette Atlantis décolle pour la mission SM-4, cinquième mission et dernière vers le télescope Hubble. La mission sera l'occasion d'apporter de grosses modifications aux instruments du télescope. Déjà, on notera l'installation de l'instrument COS qui doit étudier en ultraviolet les quantités de gaz totalement sombres situées entre les galaxies. Il vient ainsi remplacer l'instrument de correction COSTAR, désormais devenu inutile. COSTAR est, d'ailleurs, aujourd'hui exposé au Musée de l'air et de l'espace à Washington. D'ailleurs, les instruments retirés d'Hubble ont assez logiquement fini dans des musées, mais je m'égare. Au fur et à mesure des maintenances, les instruments ont en effet embarqué leur propre correction aux défauts du miroir d'Hubble, rendant COSTAR inutile et libérant la place pour COS. La mission est également l'occasion d'installer la caméra grand angle WFC3 pour Wide Field Camera 3 qui couvre l'ultraviolet, l'infrarouge et le visible. Elle est ainsi entre 7 et 16 fois plus efficace que WFC2 qu'elle remplace. Les instruments ACS et STIS seront également réparés pendant la mission. Pour l'anecdote, les réparations nécessitant de nouvelles procédures relativement complexes, une partie de celles-ci seront copiées de STIS vers ACS par manque de temps. Au final, 2 des 3 caméras d'ACS, dont la caméra grand angle, seront remis en service. Enfin, le spectrographe STIS sera lui aussi remis en état avec succès. Finalement, le 2 mai 2009, la mission prend fin et c'est une page de l'histoire qui se tourne. C'est à ce jour la dernière visite au télescope, l'arrêt des navettes ayant rendu ce type de mission impossible à réaliser. Mais cela n'empêchera pas Hubble d'encore nous faire rêver, voyager et apprendre. Ainsi, dès le 9 septembre, de nouvelles images sont publiées montrant notamment le quintet de Stéphane ou la nébuleuse du Papillon par exemple. Et les découvertes reprendront de plus belle. Pour résumer rapidement, il observera l'astéroïde Vesta entre le 25 et le 28 février 2010 dans le but de préparer la visite de la sonde Dawn et, en août, utilisera pour la première fois l'effet de lentille gravitationnelle pour tenter d'étudier l'énergie sombre. En juin 2010, il observera aussi l'impact d'un astéroïde sur Jupiter. En 2011, il fêtera notamment son million d'observations, vaudra un prix Nobel à Adam Riess et son équipe pour la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers et la 10 millième publication scientifique réalisée grâce à lui. En 2012, il permettra notamment la mesure du mouvement de la galaxie d'Andromède par rapport à la Voie lactée, mettant également en avant la collision de ces deux-ci dans 4 milliards d'années. Plus tard, en juillet, ce sera la découverte de la 5e lune de Pluton. Le 25 septembre, c'est son champ extrêmement profond qui est publié, compilant près de 10 années d'observations, non permanentes bien évidemment. En 2013, et en plus de fournir une magnifique photographie de la nébuleuse à tête de cheval en infrarouge, il observera aussi l'astéroïde P2013 P5 et son activité semblable à une comète avec pas moins
de 6 queues. Enfin, fin 2013, il observera aussi des geysers d'eau sur la lune jovienne Europe. Entre 2013 et 2014, il observera la fragmentation sur plusieurs mois de l'astéroïde P2013-R3. Le 7 janvier 2014, c'est le champ de frontières qui est publié. En utilisant l'effet de lentille gravitationnelle de l'amas de galaxies Abell 2744, Hubble réussira à photographier des galaxies situées derrière, dont la luminosité est amplifiée et qui sont situées à près de 12 milliards d'années-lumière de nous, faisant partie des galaxies les plus anciennes jamais observées. Toujours en 2014, il confirmera la diminution de la taille de la grande tache rouge de Jupiter et aidera à identifier de potentielles cibles pour la mission New Horizons. Il découvrit ainsi en juin l'astéroïde 2014 MU69, renommé Arrokoth à vos souhaits, qui fut survolé par New Horizons le 1er janvier 2019. En 2015, en plus de revisiter sa célèbre photo des piliers de la création dans la nébuleuse de l'Aigle, il faut aussi retenir la publication de la photo la plus grande jamais prise d'une région de la galaxie d'Andromède, mais j'y reviendrai. On notera aussi, en décembre, la publication d'une photographie de la première supernova prédite à l'avance. En 2016, il allait, notamment, photographier la galaxie GNZ11, située à 13,4 milliards d'années-lumière de nous, et que nous voyons donc avec autant d'années de décalage. La galaxie en formation est ainsi relativement jeune, puisque nous la voyons âgée des seulement 400 millions d'années qui la séparent du Big Bang. Hubble allait également découvrir, en avril, la lune de la petite planète naine Makemake. 2017 allait en revanche encore être une année sous le signe des exoplanètes, et ce à travers l'observation de l'atmosphère de 4 des planètes du système TRAPPIST 1. Il allait aussi observer la lumière émise par la collision de 2 étoiles à neutrons dans la galaxie NGC 4993, qui allait créer ce que l'on nomme une kilonova, et qui allait aussi créer des ondes gravitationnelles, mais ça, c'est un autre sujet. En 2018, il allait observer l'étoile la plus lointaine jamais observée, à près de 9 milliards d'années-lumière de nous. Il allait aussi participer aux observations de l'astéroïde Oumuamua, premier objet interstellaire jamais découvert. Il permettra, notamment, de mesurer sa faible accélération qui s'est produite lors de son passage près du Soleil, potentiel signe d'un léger dégazage de l'astéroïde. En octobre, il allait participer avec le télescope spatial Kepler à la découverte d'une possible exolune autour de l'exoplanète Kepler 1625b, une exoplanète semblable à Jupiter et dont la Lune est potentiellement aussi large que Neptune, même si la découverte, une première du genre, reste non confirmée. En 2019, il réalisera son plus large champ profond. On parle, ici, d'une région presque aussi grande que la pleine Lune, combinant 7500 expositions prises sur 16 ans.
On y trouve ainsi 265 000 galaxies, dont les plus lointaines atteignent les 13,3 milliards d'années-lumière de distance. En septembre, il allait aussi permettre la toute première détection d'eau, sous forme de vapeur ici, dans l'atmosphère d'une exoplanète, plus précisément dans celle de K2-18b, une mini-Neptune située à 124 années-lumière de nous. Enfin, en avril 2020, il allait participer aux observations de la comète Borisov, première comète et second objet interstellaire découvert. Et cette année-ci, en juillet, il allait, entre autres, mettre pour la première fois en évidence la présence de vapeur d'eau sur Ganymède. Mais vous l'aurez deviné, résumer la carrière d'Hubble est quasiment impossible. Venez, dans cet épisode, qu'effleurer la diversité des résultats de ce télescope hors du commun, et la liste de ses observations et découvertes est encore bien plus longue, tant pour l'observation du système solaire que le reste de l'univers. Entre le suivi des orages de Neptune et, de façon générale, de l'évolution de la météo des planètes de notre système, notamment Jupiter, Neptune, Mars et les planètes mineures et bien d'autres, résumer Hubble est un défi colossal qui mériterait presque un épisode de 4 heures. Chaque instrument, chaque détail de ses entrailles est également tellement riche en histoire qu'ils représentent souvent à eux seuls un possible sujet d'épisode. Mais je crois en avoir déjà pas trop mal parlé pour aujourd'hui. Toutefois, j'aimerais encore rapidement revenir sur son tout dernier incident. Le 13 juin, le télescope allait en effet entrer en safe mode suite à un problème apparemment lié à son ordinateur principal. Pour résumer rapidement l'histoire, les équipes de la NASA allaient éprouver certaines difficultés à passer sur son ordinateur secondaire, le problème semblant venir de l'unité de contrôle et de gestion des données des instruments. Au final, et si l'unité d'alimentation sera suspectée, les équipes réussiront à remettre Hubble en état d'opération après s'être tournées vers l'ordinateur secondaire et différentes unités de secours. Mais cet incident a aussi démontré, encore une fois, la fragilité d'Hubble. Car, même si celui-ci peut encore vivre de longues années, la réalité s'impose. Faute de maintenance, Hubble vieillit et, progressivement, ses différents gyroscopes et instruments vieillissent et s'usent. Un bon exemple étant la défaillance d'un gyroscope en 2018. Mais différents espoirs de maintenance continuent d'exister et, même s'ils sont encore de véritables défis technologiques, Hubble peut en valoir la peine. Car, même si l'arrivée de James Webb, qui devrait décoller fin de cette année, rendra Hubble un peu moins unique, il restera encore longtemps un instrument crucial et difficilement égalable. Par exemple, le James Webb Space Telescope sera, bien que plus puissant, centré sur l'infrarouge, là où Hubble peut aussi observer en ultraviolet et visible. En résumé, même s'il peut être bon de se préparer à sa fin de carrière, il peut aussi vivre encore
très longtemps. Et un avantage pourrait être l'installation d'un port de capture lors de sa dernière maintenance qui, en plus de permettre de le désorbiter et de le consumer dans l'atmosphère, pourrait aussi faciliter de possibles missions de maintenance. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour terminer cet épisode, j'aimerais vous raconter une petite histoire personnelle à travers les souvenirs d'un livre lu dans mon enfance. Et cette histoire, elle commence par cette photo. Les piliers de la création. Ces gigantesques structures de gaz, situées dans la nébuleuse de l'Aigle, sont l'une des premières photos spatiales dont je me souviens. Ça et des photos de navettes. Cette photo a été l'une de celles qui a participé à créer cet intérêt que j'ai encore aujourd'hui pour l'espace. Elle a été l'une de ces photos qui, à un âge où l'on n'appréhende pas encore l'immensité de l'univers, a su en donner un bref aperçu, un bref vertige de son immensité. Et d'une certaine façon, c'est ce que Hubble a représenté pour beaucoup d'entre nous. Une fenêtre sur l'univers, une façon d'entrevoir, le temps d'une image, la nature dans sa forme la plus vaste et diversifiée, créatrice comme dévastatrice. Hubble nous aura fait rêver, voyager, explorer et apprendre bien plus qu'aucun autre appareil robotisé ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Hubble a été l'un de ces seuls appareils à nous donner ce vertige si particulier, cette impression d'immensité de l'espace qui nous entoure. D'ailleurs, laissez-moi vous en offrir un petit exemple avec cette photo de la galaxie d'Andromède prise par Hubble. J'avais dit qu'on y reviendrait. La photo s'étend sur 69 000 pixels et, pour simplifier, il faudrait 600 téléviseurs HD pour l'afficher. Elle montre 100 millions d'étoiles pour 1,5 milliard de pixels situés à 2,5 millions d'années-lumière de nous. Plutôt qu'une phrase d'outro, je vous propose, encore une fois, d'aller voir les vidéos de Matt sur Mars et de Christophe pour en apprendre plus tant sur les possibilités futures de maintenance que son architecture et ses détails techniques. Encore une fois, ces vidéos sont le fruit d'une collaboration entre nous trois et vous permettront d'apprendre encore une foule de choses sur Hubble. Et je vous propose aussi de se quitter sur ce vertige cosmique qui est, à mes yeux, l'une des plus belles images d'Hubble. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.